Le Hamas répondra-t-il favorablement à l'offre de trêve qui lui a été remise? Le Proche-Orient reste dans l'attente d'une prise de position concrète. Le mouvement islamiste est censé se prononcer aujourd'hui sur la proposition qui lui a été remise. Elle comprend un cessez-le-feu de 40 jours, une contrepartie de la libération de milliers de prisonniers palestiniens et de la libération d'une trentaine d'otages israéliens. Voilà pour les éléments qui ont déjà fuité. Toute la journée, il va en être question lors des différents échanges. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, est arrivé ce matin en Israël. Il évolue à Tel Aviv. L'État hébreu que doit rejoindre ce soir Anthony Blinken après une étape aujourd'hui en Jordanie. De son côté, Joe Biden va de nouveau appeler le Qatar et l'Égypte à faire tout leur possible pour obtenir du Hamas la libération des otages. Seul obstacle, dit-il, à un cessez-le-feu immédiat. Le président américain qui multiplie ces derniers jours les efforts pour sortir du conflit. Une crise qui a gagné depuis la mi-avril les universités américaines. De la côte est à la côte ouest, le mouvement pro-palestinien ne cesse de prendre de l'ampleur sur les campus de renom. Yale, Harvard, Princeton, Columbia. Les scènes à travers le pays se suivent et se ressemblent. Des élèves installent des tentes sur leur campus pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Puis ils sont, vous allez le voir, délogés, souvent de façon musclée par des policiers en tenue anti-émeute à la demande des directions des universités. Je vous propose de regarder pour commencer cette séquence, un extrait mis en ligne par les observateurs de France 24. Philosophy department? Yes. Call the philosophy department office. I will. What's your... I'm chair of the philosophy department. I got you. Voilà, image ici de la police d'Atlanta qui est donc intervenue avec force. On va aller plus loin avec notre invité du jour, c'est vous Michel Fize. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, auteur notamment de Radicalisation de la jeunesse. Un mot d'abord de ces images. On a décidé d'ouvrir avec ça. Ce sont les toutes dernières images qui nous soient parvenues de ces campus. Ces manifestants délogés, parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois avec beaucoup de force. Des tasers notamment sont utilisés. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui ? D'abord, rien de nouveau. On s'est peut-être désaccoutumé de la violence et des rapports difficiles qu'il y a toujours entre des étudiants ou des lycéens qui descendent dans la rue ou font des blocages et la police chargée de maintenir l'ordre. Alors cette brutalité, nous l'avons connue à d'autres époques. Moi, je suis de la génération de mai 68. Je peux vous dire qu'effectivement, ça tapait dur. D'ailleurs, parfois un petit peu de part et d'autre. Alors c'est vrai que dans un régime démocratique, on s'attend quand même à d'autres réponses. C'est de nature à choquer quand même sur une université, une manifestation pacifique d'étudiants. Oui, parce qu'on ne peut pas dire à la fois que les écoles sont des sanctuaires et quelque part, en agissant ainsi, les violer d'une large manière. Et puis, je crois que la discussion est toujours préférable, comme ça a été le cas à Sciences Po Paris. On a quand même négocié avec les étudiants. La tenue d'un débat qui aura lieu jeudi prochain. On va en reparler dans un instant. Vous parliez de ces images qui vous parlent, aux Américains aussi. Elles résonnent douloureusement outre-Atlantique. Elle rappelle cette triste séquence de mai 70 où la garde nationale notamment avait tiré sur des manifestants. On va peut-être voir des images d'archives. Des manifestants anti-guerre du Vietnam. Ça s'est passé à l'université de Kent State. Ça avait fait 4 morts. Depuis toujours, finalement, les étudiants se font le porte-voix de causes comme celle-ci. C'est ce que vous disiez à l'instant. On a les images ici, images donc des années 70 et de cette séquence dont on parle beaucoup là, ces derniers jours aux États-Unis. C'est un peu comme si, quand on défendait une grande cause, une cause sensible, on avait droit à un matraquage plus important. Ça, c'est paradoxal quand même, parce que ce soit le Vietnam hier ou la Palestine aujourd'hui, sont quand même des peuples qui sont agressés, qui sont soumis à des conditions de vie épouvantables. Donc effectivement,
comme si, quelque part, réveiller des consciences morales était pour le politique quelque chose d'insupportable. C'est une mobilisation qui dérange. Je vais citer le chef de file des Républicains à la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui a menacé ces derniers jours de demander à Joe Biden de mobiliser la garde nationale sur les campus, tous les campus américains, infectés, je le cite, par le virus de l'antisémitisme. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train d'hystériser le débat là? Oui, bah, comme on le fait en France et dans d'autres pays. Bon, c'est vrai que l'Amérique a une tradition, évidemment, davantage de défense de la population juive, hein. C'est pas pour rien qu'on parle de lobby juif, qui est un lobby électoralement important. Bon, mais je pense que les jeunes qui défendent la Palestine ne sont pas nécessairement des antisémites, chacun dans leur coin. On nous Mais dit qu'à Columbia, par exemple, où on va se rendre dans un instant à New York, il y a une forte représentation de la communauté juive, 5000 étudiants sur les 36 000 que compte l'université, dont beaucoup soutiennent aujourd'hui ce mouvement pro-palestinien. C'est le paradoxe. Oui, alors paradoxe, pas tant que ça, parce qu'encore une fois, l'État d'Israël, par exemple, ne se résume pas à son chef, qui est évidemment un personnage d'extrême droite, hein, voire plus. Voilà, il y a toute une partie de la population juive et de la communauté juive en France et des jeunes juifs en France qui sont sensibles à la cause palestinienne et à l'idée, évidemment, qu'on ne sortira pas de ce bourbier tant qu'on n'aura pas installé deux États. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on est toujours dans le schéma binaire, hein. Il y a les bons et les méchants, les gentils et donc les durs, et puis les opprimés et les oppresseurs. Ben pour le coup, la Palestine est évidemment située du côté des opprimés aujourd'hui, alors qu'Israël, qui a une existence reconnue, bon, pas par tous, mais qui a quand même son État, passe du côté des oppresseurs, hein, et avec évidemment l'attaque massive sur Gaza, ça confirme. Voilà, donc le clivage se renoue. Or, évidemment, tous les Juifs ne sont pas des oppresseurs et tous les Palestiniens, Hamas en tête, ne sont pas évidemment des défenseurs de la justice dans le monde. Pour en revenir aux jeunes, à ces étudiants qui se mobilisent aujourd'hui de tout temps, et ils ont eu tendance à se mobiliser davantage pour les opprimés que vous évoquiez à l'instant? Oui, alors ils se mobilisent d'abord pour défendre leurs droits, quelquefois, hein, notamment pour impulser des réformes importantes, hein, au lycée ou à l'université en 68, hein, ou pour défendre, comme on l'a vu avec les mouvements de défense, pour évidemment un climat meilleur et éviter qu'on s'enfonce davantage, encore une fois, dans un scénario catastrophe. Donc c'est vrai que les jeunes sont sensibles aux grandes causes. Voilà, donc il y a le climat aujourd'hui, il y a la Palestine aujourd'hui aussi, il y a eu donc le Vietnam, mais il y a eu l'Indochine, l'Algérie, hein, quand notre pays était en guerre contre ce pays. Voilà, donc ça fait partie, je dirais, de l'ADN de la jeunesse. Alors maintenant, chacun choisit son camp. Moi, je me demande quand même si à Sciences Po, on avait eu un mouvement lancé par les jeunes du mouvement Renaissance, si la réponse aurait été la même. La question Je est pose la posée. question. La question est posée, Fleur, on pourra peut-être en dire un mot dans un instant. Si la police, en appelant la police dans ces universités américaines, les présidents d'université ne cèdent-ils pas finalement à une forme de pression politique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, ils entrent dans un lieu qui est considéré un peu comme sanctuarisé, hein, sans faire la comparaison peut-être avec une ambassade qui est un territoire en soi. Vous savez, Georges Pompidou, au temps des événements de mai 68, avait bien compris qu'on n'entre pas à l'université comme on entre dans un McDo ou n'importe quel commerce, hein. Faut y aller prudemment. C'est quand même un temple, hein, l'université. C'est le temple du savoir. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours bien négocier l'apparition de l'uniforme dans cette enceinte qui est une enceinte où on doit protéger aussi les étudiants qui travaillent.
Et on va justement aller prendre le pouls du côté de la célèbre université Columbia aux États-Unis, l'université de New York, d'où est parti ce mouvement pro-palestinien. Elle a commencé à sanctionner des étudiants qui refusent de quitter, je cite, sauf par la force, le campement installé depuis une dizaine de jours. On vous retrouve sur place, Sarah Anderson. Bonjour Sarah. Certains manifestants ont reçu la menace d'être suspendus administrativement s'ils ne quittaient pas les lieux. Bien, certaines viennent de passer leur première nuit barricadées dans les bâtiments. Oui, dans la nuit, des étudiants se sont introduits à l'intérieur d'un bâtiment de l'université. Ils se sont barricadés dans le Hamilton Hall. Ils ont déplacé des tables, des chaises et des barrières pour bloquer l'entrée de ce bâtiment. Certains auraient même formé une chaîne humaine à l'extérieur de ce bâtiment. Une étudiante qui s'y trouvait me disait que les étudiants cette nuit scandaient « We will not be moved », nous ne serons pas délogés. Alors pour l'heure, la presse n'a pas encore accès à l'intérieur du campus, mais des images nous parviennent des réseaux sociaux. Alors un petit rappel historique et symbolique peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur sur le campus. Le Hamilton Hall, eh bien, c'était vraiment le point central des manifestations étudiantes contre la guerre au Vietnam en 1968. Et les manifestants ici font beaucoup le parallèle entre ces deux mouvements. Les étudiants cette nuit ont donc renommé ce hall le Haynes Hall en l'hommage à une fillette de 6 ans qui a été tuée à Gaza. Alors avec l'occupation de ce bâtiment, on franchit vraiment une nouvelle étape dans ces manifestations. Et cela intervient après que l'université ait commencé à sanctionner les étudiants. En effet, hier, Columbia a donné un ultimatum aux manifestants, soit démanteler les campements et quitter les lieux, ou bien rester et faire face à des sanctions. Alors les étudiants qui restent risquent de perdre l'accès aux bâtiments académiques et aux logements universitaires. Ils risquent également la suspension et pourraient ne pas être autorisés à terminer le semestre et donc à recevoir leur diplôme. Merci beaucoup Sarah Anderson en direct donc de l'université de Columbia à New York, alors que l'ONU en ce début d'après-midi dit s'inquiéter de l'impact disproportionné, je cite, des actions de la police sur les campus outre-Atlantique, un mouvement qui risque de faire tache d'huile. C'est en tout cas toute la question qui est posée. Il a déjà commencé à s'exporter à l'image de ces occupations qu'on aperçoit au Canada, en Italie, mais aussi en France. On l'évoquait avec vous, Michel Fize, à la Sorbonne ou à Sciences Po Paris. Tour d'horizon tout de suite en images de cette mobilisation qui se propage avec Noémie Roche. Depuis 10 jours, ils occupent le campus de la prestigieuse université Columbia pour dénoncer les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Malgré l'ordre d'évacuation lancé par la direction de l'établissement, ces étudiants pro-palestiniens se disent déterminés à rester. Vous pouvez voir que les étudiants sont mobilisés. Ils sont des centaines ici aujourd'hui. Ils ne se laisseront pas être délogés. Ces tactiques répugnantes visant à faire peur ne sont rien en comparaison de la mort de plus de 34 000 Palestiniens. Nous ne bougerons pas tant que Columbia n'aura pas répondu à nos demandes ou tant que nous n'aurons pas été déplacés par la force. Leur demande que l'université coupe les ponts avec les mécènes ou les entreprises liées à Israël. Des revendications entendues dans d'autres universités du pays où la mobilisation a fait tache d'huile. De Los Angeles à Washington, d'Atlanta à Boston, en passant par Chicago, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit de jour en jour et s'étend désormais hors des frontières des États-Unis. Canada, Australie, Royaume-Uni ou encore Italie, aux quatre coins du globe, des étudiants se lèvent pour demander un cessez-le-feu à Gaza, appeler à la libération de la Palestine et demander le boycott des institutions israéliennes. En ce moment historique où Israël bombarde des civils et des hôpitaux, notre pays et notre université ne peuvent pas se taire et collaborer comme si de rien n'était. Même critique ici en France. Après ceux de Sciences Po, les étudiants de la célèbre Sorbonne se mobilisent à leur tour.
on a tout intérêt aujourd'hui, comme à Yale, comme à Columbia, comme à Sciences Po, et en fait, comme ça peut se passer depuis 6 mois, à dénoncer ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, c'est-à-dire le génocide du peuple palestinien, qui est commis par l'État d'Israël et avec la complicité active du gouvernement français. Malgré l'évacuation des étudiants par la police, le mouvement pourrait se généraliser en France. D'autres villes, comme Rennes, Bordeaux ou Saint-Étienne, ayant rejoint la mobilisation. Voilà, Michel Fize, on se quitte sur les images de la Sorbonne. Ça, c'était hier après-midi. Flore nous indiquait à l'instant que d'autres manifestations sont en cours dans d'autres universités des régions, Strasbourg, Rennes, Bordeaux. De tout temps, on l'a déjà dit, les jeunes et les étudiants ont porté des causes finalement comme celle-ci. Vous me disiez à l'instant en off, ça me ramène quand même 60 ans en arrière au moment de cette mobilisation de la jeunesse dans les années 68. Que finalement, le mouvement de mai 68 n'est pas né à Nanterre. Il est né sur les campus américains 4 ans plus tôt, en 1964. Donc ça fait 60 ans qu'effectivement, les jeunes Américains ont déclenché un mouvement qui allait, sous des formes diverses, se propager à toute la planète. Voilà, et évidemment avec une protestation forte autour de la guerre contre le Vietnam, considérée comme une guerre injuste. On est peut-être, si je vous suis bien finalement aujourd'hui, aux prémices d'un mouvement d'ampleur. On n'en est qu'au début, on citait quelques pays. En France, ça se résume à quelques universités très symboliques malgré tout. La Sorbonne, Sciences Po Paris, ça pourrait aller bien au-delà. Vous savez, je dis toujours, les voies de la révolution ou de la protestation sont impénétrables. Donc, sauf à lire dans le mar de café, on ne peut pas... Mais il faut bien avoir conscience que les jeunes sont très sensibles, parce qu'ils ont une conscience très très morale, ce que peut-être les politiques ont perdu au fil du temps, à supposer qu'ils ne l'aient jamais eu, et qu'ils sont prêts effectivement à défendre une cause qui paraît particulièrement injuste. Et d'ailleurs, le monde entier sait bien que ce qui frappe aujourd'hui le territoire de Gaza est profondément injuste. Voilà. Et qu'il y a une certaine lâcheté à ne pas faire plus pour arrêter ce massacre. Parce qu'encore une fois, la question est toujours la même. Répond-on à une action criminelle, l'action du Hamas le 7 octobre, par une autre action de destruction massive sur un peuple. Ça me fait penser un peu à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, sauf que là, c'est pas une dent qu'on sort, c'est les crocs. Voilà. Et donc, il faut faire très très attention, parce que l'injustice, c'est quelque chose effectivement qui donne des ailes à la jeunesse. Sauf que le sujet est devenu, en l'espace de quelques heures seulement, éminemment politique. Gabriel Attal, le Premier ministre, a fixé très vite des lignes rouges. Je vais le citer. Il n'y aura jamais le droit de blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à ses étudiants et à nos enseignants. La droite, elle estime que Sciences Po est devenu le cheval de Troie du wokisme à l'américaine. Et puis, à côté de cela, il y a les têtes de liste européennes, Rima Assad, qui appelle à un soulèvement. Flore, je me tourne vers vous. Il a suffi de quelques heures seulement pour embraser le débat ici en France. Gabriel Attal qui pointe du doigt d'ailleurs les insoumis dans cette naissance du mouvement étudiant pro-palestinien. Alors les insoumis, c'est vrai qu'on les a vus et à Sciences Po la semaine dernière et à la Sorbonne hier. Ils étaient venus soutenir ces étudiants qui manifestaient pour un soutien à la cause palestinienne. D'ailleurs, LFI ne s'en cache pas. On a vu que Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise hier, disait qu'il espérait que ce mouvement prenne de l'ampleur dans les universités et ailleurs. Alors donc voilà, vous l'avez dit, ils sont accusés par tous les partis politiques, gauche comprise, de récupération politique, de vouloir mettre de l'huile sur le feu. Et puis, vous l'avez dit aussi, Rima Hassan, c'est vrai qu'il se radicalise. Quand on regarde le tweet de Rima Hassan vendredi, qui appelait au blocage, à rejoindre le blocus à Sciences Po et même au soulèvement, c'est sûr que le discours des insoumis se radicalise sur cette question de la cause palestinienne. Et d'ailleurs, la gauche s'extirpe un peu de ce discours, puisque depuis la prise de position des insoumis après le 7 octobre, le communiqué qui avait été publié, où en fait les insoumis refusaient de considérer le Hamas comme une organisation terroriste, la gauche depuis ne veut plus être associée aux prises de position
position un peu radicale sur cette question de la cause palestinienne. Ça avait d'ailleurs, cet épisode, signé la fin de la NUP. Et puis encore une fois, pour parler des opposants à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France a annoncé, elle, dans un tweet, suspendre les subventions octroyées à Sciences Po. Elle accuse encore une fois LFI, elle a des mots assez clairs, hein. Les alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leurs lois à l'ensemble de la communauté éducative, instrumentalisée par la France insoumise. Bon, on peut peut-être voir là une décision un peu hâtive. Hein. C'est vrai que le mouvement n'est pas, vous le disiez, ne s'est pas propagé dans toute la France, n'a pas mis la France et les universités encore à feu et à sang. C'est une décision qui est hâtive, mais c'est la preuve qu'en tout cas, les insoumis sont pointés du doigt dans la récupération de ce mouvement. Michel Fize, dans le contexte où on connaît les élections européennes qui se profilent, la difficulté aussi à capitaliser auprès des jeunes, à intéresser, à susciter le débat, elle vous étonne pas, cette récupération politique? D'abord, il y a récupération politique ou pas, selon vous? Il faut quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon a toujours été défenseur de la jeunesse. Hein. Il n'a jamais considéré que c'était un sujet mineur par rapport à d'autres. Parce que c'est vrai que la jeunesse, souvent, n'apparaît que dans les tracts électoraux au moment des grands rendez-vous présidentiels ou législatifs. Alors, moi, je crois encore une fois que ce qui est quand même problématique dans cette affaire, c'est la notion de minorité. Hein. On stigmatise effectivement ce groupe d'étudiants parce qu'il serait une minorité. Mais je rappelle que la minorité ne veut pas dire l'illégitimité. Hein. Tous les grands mouvements de protestation pour des causes importantes ont été le fait de minorités agissantes. Je vais encore rappeler mai 68. Mai 68 est parti d'une poignée de 200 à 300 étudiants à Nanterre qui ont réussi à agrégager autour d'eux une grande partie de la jeunesse française, pas toute, mais enfin une grande partie. Voilà, donc il n'y a pas d'une illégitimité de la minorité en soi. Ce qui permet de dire quand même que, est-ce qu'il n'y a pas quand même un traitement discriminatoire de la jeunesse parce qu'étant la jeunesse, elle n'aurait pas le droit de faire ce que font les autres. Est-ce que c'est lui faire affront déjà d'estimer qu'elle soit récupérée, qu'elle puisse être récupérée politiquement? Mais ça a toujours été le cas. Mais encore une fois, qu'il y ait avec cette affaire un exercice de communication de certains partis politiques, certes, hein, on peut prendre acte, mais parler de manipulation, c'est-à-dire en fin de compte laisser entendre que ce mouvement aurait été téléguidé par tel ou tel parti, c'est laisser croire que les jeunes n'ont pas la capacité de réfléchir eux-mêmes à ce qui est bon ou pas bon en termes de défense des grandes causes. Non, je pense que les jeunes n'ont pas besoin de tel ou tel parti. Ils prennent d'ailleurs souvent les distances. Flore, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie, elle reste inchangée. Faire de la cause palestinienne un thème central, majeur des élections européennes qui se profilent. Oui, et le virage a été pris depuis le 6 mars, en fait, depuis la nomination de Rima Hassan, cette avocate franco-palestinienne, numéro 7 sur la liste des européennes. Donc c'est vrai que depuis ça, la cause palestinienne devient le thème de campagne pour ces européennes. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Hein. Je pourrais citer le pouvoir d'achat ou l'immigration. C'est vrai qu'on ne parle... Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne parle que de la cause palestinienne, fait des conférences autour de cette cause avec Rima Hassan. C'est une stratégie, hein. En fait, Jean-Luc Mélenchon, il veut aussi... par là, ramener son électorat, tenter de mobiliser son électorat, qui est, vous le disiez, les jeunes, notamment, les électeurs des quartiers populaires, et puis plus largement les gens sensibilisés à cette cause. Bon, c'est pas un électorat qui se déplace beaucoup pour les élections en général, et encore moins pour ces élections européennes, mais il se consolide un socle quand même, Jean-Luc Mélenchon, puisque lui, ce qu'il vise, c'est 2027. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec un discours qui se radicalise, hein, la liste des insoumis, elle est à la peine dans les sondages quand même, ils aussi entre 7 et 8%. Donc c'est vrai que cette façon d'exister, c'est une façon d'exister qui mobilise autour de lui pour essayer de rattraper, d'exister à côté de Raphaël Glucksmann, qui est lui à 12 voire 14% les sondages, et si on voit plus loin, François Ruffin, qui est en bonne position visiblement pour le remplacer pour 2027. Michel Fize, on vous laisse le mot de la fin. Cette mobilisation qui est entourée de son lot de polémiques, on voit bien. Je crois que ça repose la question de la place de la politique à l'intérieur de l'université. Hein, donc il y a le camp de ceux qui considèrent que ce n'est qu'un temple du savoir et d'autres qui estiment qu'effectivement c'est un lieu où effectivement on doit pouvoir réfléchir. Et la grande conquête de mai 68, ça a été d'introduire la politique à l'université et au lycée. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour pour cet échange. Merci aussi à Flore Simon. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants évidemment pour la suite de Paris Direct. À très vite.